Bon, je vais encore prendre 2 minutes pour expliquer que la rencontre d'aujourd'hui avec Gwenaëlle Lenoir, auteur du livre Camera Obscura, cette rencontre, elle se place dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Quartier du Livre, organisée par la mairie du 5e de Paris, qui dure une semaine, du 29 mai au 6 juin, et qui vise à mettre en avant toutes les activités liées au livre. Voilà, une de ces activités est notre réunion d'aujourd'hui. Et cette rencontre est aussi le premier volet du festival ADAB. C'est un festival qui veut faire connaître les littératures du Moyen-Orient et du Maghreb ici, et qui est organisé par l'IREMO, et qui aura lieu en décembre prochain à la Maison de la Poésie. Et ADAB, toujours, est un volet du programme européen Archipelagos. C'est un programme qui tente à mettre en avant la diversité culturelle, linguistique de l'Europe, et qui est piloté par Atlas, une association pour la promotion de la traduction littéraire. Et en fait, assiste aujourd'hui à notre réunion Katarzyna Marchewska, une traductrice qui fait partie donc qui a gagné un concours Archipelagos et pour lequel elle a choisi de traduire Camera Obscura en polonais. Donc votre livre sera traduit en polonais avant d'être traduit en anglais. Ça, c'est quelque chose de très original. Voilà. Bonjour Gwenaëlle Lenoir. Bonjour. Vous êtes grand reporter, journaliste et romancière. Et sur le côté journaliste, vous avez été grand reporter pour France 3, je pense, pendant une douzaine d'années. Et puis depuis 2013, vous écrivez pour Mediapart et pour Orient 21. Et vous avez publié un livre en 2011, un polar, qui se passe en Palestine. Et là, en 2024, Camera Obscura, qui est une histoire assez terrible, l'histoire du photographe César. C'est une histoire véridique. Et je vous laisse peut-être résumer le sujet du livre sans déflorer la fin. Ouais, la fin est connue de ceux qui connaissent l'histoire de César. Donc, pour ceux qui l'ignoreraient, César est donc un photographe légiste. Enfin, c'est un nom de code. D'abord, on va commencer par là. César est un nom de code. Donc, cet homme qui existe vraiment est un photographe légiste qui travaille dans un hôpital militaire de Damas. Et qui, donc, son métier, c'est de photographier les personnes décédées. Voilà, qui arrivent dans cet hôpital. Donc, en général, c'est quand même des accidents. Enfin, c'est pas des morts dites naturelles. Et puis, à partir de 2011, il voit arriver des corps un peu particuliers qui sont en fait des corps suppliciés. Et bien que faisant partie du régime à sa petite échelle, il trouve ça insupportable et donc il décide de déserter. Et pour ça, il demande à un de ses amis qui fait partie de l'opposition syrienne. Et cet ami lui demande au contraire de rester à son poste parce que il est témoin de ce qui se passe et donc il devient comme ça ce qu'on appelle un collecteur de preuves. Et ça dure 2 ans. Pendant 2 ans, il prend des photos et il les donne à l'opposition syrienne. Au bout de 2 ans, il se rend compte que sa vie est menacée. Et là, l'opposition l'exfiltre de manière assez rocambolesque, puisque l'opposition prétend l'avoir exécuté. Et pendant ce temps-là, le fait sortir de Syrie. Depuis, il vit caché, protégé, quelque part en Europe. Ces photos, donc, ont servi de preuve des exactions du régime. C'est à peu près 55 000 clichés. Je me souviens plus exactement du nombre de personnes figurant, parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs clichés pour un corps. Et ces photos ont été brandies par l'opposition syrienne lors de négociations à Genève.
ont été exposés dans le cadre de l'ONU, donc dans l'immeuble de l'ONU à New York, mais aussi des immeubles annexes, notamment à Rome, et sont également utilisés comme preuve, comme pièce à conviction dans des procès qui se déroulent actuellement en Europe. Ça, c'est l'histoire vraie, qui déjà en soi est extrêmement romanesque. Voilà. Et comment est-ce que vous avez connu l'existence? Parce que en fait, tout ça, c'est pas de l'officiel, c'est pas passé par les médias. Comment avez-vous eu vent de l'existence de ce photographe? Alors en fait, l'opposition a parlé de l'histoire de César, et je crois qu'une des premières fois, c'était ici à Paris, à l'Institut du Monde Arabe, lors d'une conférence sur la révolution syrienne. Il se trouve que moi, j'assistais à cette conférence, puisque je couvre le Proche-Orient, donc notamment la Syrie, en tant que journaliste. Et c'est là où j'ai découvert non seulement l'histoire de César, mais aussi certaines de ses photos qui ont été projetées à ce moment-là. Et en fait, quand on lit le livre, moi au départ, je pensais que tout ça c'était du réel, c'est-à-dire que les personnages que vous mettez en jeu, ils sont tellement, comment dire, ils sont tellement bien décrits qu'on y croit. Et en fait, en creusant la chose, on se rend compte que rien de tout ça n'existe. Tout ça est sorti de votre cerveau fertile. Il n'y a que le photographe lui-même qui est véridique. Et finalement, la chose pour moi qui est la plus exacte dans le livre, ce sont les descriptions de corps, de cadavres. Et ils sont vraiment très réels. Les personnages sont très aussi convaincants. Mais ces cadavres, moi je vais vous lire un extrait où on voit que l'auteur les a vraiment regardé les photos. Vous avez regardé les photos, vous avez vu les photos qui vous ont inspiré ces descriptions. Ils ont les doigts retournés, les ongles arrachés, ils ont les os déboîtés, les tendons apparents, ils ont les côtes enfoncées, les tétons brûlés, ils ont le pénis coupé, d'autres les orbites vides. Il m'est pourtant difficile, dit le photographe, de leur donner un âge, tant les bourreaux les ont abîmés. Et je ne crois plus les étiquettes à leurs poignets droits, ni les certificats de décès. Je ne crois que les noms. Ils n'iraient pas jusqu'à inventer les noms. Leur bureaucratie a besoin des noms. Tony, ça c'est le fonctionnaire de la morgue. Tony aligne les corps sur le sol. En fait, il ne les met plus dans les tiroirs. Il réserve les tiroirs à ceux qu'il appelle ses chéris. Ceux qui sont comme nos morts d'avant, décédés dans une rixe, un accident de voiture, tués par une épouse exaspérée ou un cousin acariâtre. Ceux-là ont droit à son considération et à ses tiroirs. Ils sont propres. Ils ont le droit d'être autopsiés et recousus. Leurs yeux sont fermés. Leurs corps sont recouverts d'un drap blanc. L'étiquette à leur poignet ne ment pas sur leur âge. Leurs parents seront prévenus. Ils seront pleurés et inhumés dignement selon le rite de leurs ancêtres. Les autres ne méritent pas le moindre égard. Et Tony les appelle les terroristes. Et en fait, tous les autres corps qui arrivent en nombre de plus en plus, on devine qu'il y a d'abord 4 corps, et puis 16 corps, et puis toute la morgue est envahie, et ils ont beaucoup de mal à suivre le rythme, et le photographe est sollicité, et il doit rester, même à un moment donné, il reste dormir à la morgue, il reste pendant 15 jours à faire des photos pour arriver au bout du nombre de corps. Et c'est assez, comment dire, impressionnant de voir la quantité de corps et l'état dans lequel ils sont. Je trouve que vous êtes très convaincante dans votre description. Et après, ce qu'on se pose comme question, c'est l'utilité des photos. Quand ses amis le font rester, ils disent
il faut que les morts parlent pour les vivants. Il y a un passage très intéressant, enfin très parlant, qui dit il faut que les morts parlent parce que nous, les vivants, nous ne pourrons pas parler. Ils ont cousu nos lèvres et arraché nos langues il y a des décennies. Ils ont commencé par faire taire nos parents nous ont fait taire et nous faisons taire nos enfants. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les dictatures et qui, je pense, que vous avez frôlé et croisé aussi au cours de vos voyages, en tout cas en Syrie ou même ailleurs. Et donc, les photos servent, à quoi servent-elles finalement? Elles servent de témoignage. Alors les photos, si on parle de façon extrêmement objective et neutre, actuellement elles servent de preuve dans des procès. Pour la dictature, elles servent, pour la bureaucratie de la dictature, elles servent également de preuve que quelqu'un a fait son travail et bien fait son travail. Comme dans toutes les dictatures, dans tous les systèmes totalitaires. C'est pas propre à la Syrie. On a vu ça au Cambodge, par exemple. Par rapport à ce que vous disiez sur les photos, je les ai regardées, certaines, pas toutes, certaines. Ensuite, encore une fois, c'est un roman, c'est-à-dire que dans ce livre, c'est pas un témoignage, c'est pas un document, c'est vraiment un roman. Donc dans ce livre, il y a beaucoup plus que la réalité que moi je peux connaître. En tout cas, je précise que je n'ai pas rencontré César. Je ne pense pas, je suis pas sûre de le rencontrer un jour. C'est vraiment un roman, c'est-à-dire que pour moi, cette histoire est beaucoup plus large en fait que la Syrie, beaucoup plus large que César. C'est quelque chose qui est complètement universel, de quelqu'un qui est face à un tel niveau de barbarie que il ne peut pas ne pas agir. Et lui, son choix. Alors il y a différentes façons d'agir. Il aurait pu fuir tout de suite. C'est ce qu'il voulait faire au début d'ailleurs. Ça, c'est dans la réalité. Et puis il est resté. Donc après, il est pris dans cet engrenage de l'action, en fait, où il continue son travail, et puis il apporte ses preuves. Quant à la description de l'horreur de la machine de mort syrienne, je prends cette expression au titre de l'ouvrage Opération César, voyage au sein de la machine de mort syrienne par Garance Lequen, qui là est un document et non pas un roman. Il est donc, moi je l'ai construit par effectivement les photos que j'ai pu voir, mais aussi par la connaissance que j'avais de ce régime, par la littérature syrienne que j'ai pu lire, la littérature, notamment la littérature carcérale, sous Hafez al-Assad et sous Bachar al-Assad, de romans, de documents, et aussi de tout ce qui m'a nourri, c'est effectivement toute la littérature au sens romancier et documentaire du terme, de tous ces régimes totalitaires qui ont mis en place des machines de mort. Donc il y a évidemment toute la littérature autour des différents génocides. Enfin, je veux dire, le génocide des Juifs d'Europe, le génocide cambodgien, le génocide rwandais, enfin toutes ces machines de mort que l'on connaît, que les générations différentes ont traversées, qui ont été documentées, qui ont donné lieu à la littérature et qui, moi, m'ont nourri et se sont aussi agrégés à des témoignages, à des discussions que j'ai pu avoir avec des gens de cette région, qui ont vécu, qui ont été confrontés à certains de ces régimes, qui en ont souffert, qui ont traversé des tortures, etc., et avec lesquels j'ai des liens personnels, et on parle, les gens racontent. C'est tout ça en fait. Mais donc c'est un roman, c'est bien. Oui.
il y a un aspect qui, je trouve, le rend très universel, qui moi m'a pris beaucoup, c'est la description de la peur qui grandit et des réflexes qu'il a. Au début, tout va bien, et puis il commence à s'inquiéter, avoir des petites inquiétudes ici ou là. Il y a une phrase qu'il répète toujours, il dit: ce ne serait pas prudent de faire ceci, de faire cela, de parler, de regarder, etc. Et la pression monte petit à petit. Et ce qui m'a semblé ici, universel, c'est qu'on retrouve dans des tas d'autres endroits, c'est cette description de la peur qui s'installe très vite. Il dit: j'ai marché dans la ville avec les morts dans la carte mémoire, cachés dans les biscuits à la fleur d'oranger. J'ai regardé les vivants sans les fixer. Ce n'est pas prudent de dévisager les gens. Mes yeux ne s'arrêtent jamais sur personne. Nous avons appris ça tout petit. Il n'y a pas de cours pour ça. Juste l'expérience, les années, les voisins, les photos du président, les murmures et les silences. Ceux qui n'ont pas retenu la leçon finissent entre les pieds de Tony sur les carreaux froids. Et ça, c'est quand c'est poussé à l'excès, c'est réfrigérant, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les dictatures, mais c'est vraiment décrit. On sait que c'est la Syrie, mais c'est valable pour tous les autres pays, je pense. Là, c'est un aspect des choses qui est vraiment réussi, je trouve, dans votre roman. Vous avez dû l'expérimenter, cette peur. Ou en tant que journaliste, vous êtes passé entre les gouttes? Pas personnellement, moi, quand je vais dans un régime répressif comme ça, j'ai un passeport étranger, je suis une femme étrangère, journaliste. Donc je suis protégée par ce statut que j'ai. En revanche, les personnes que je croise, avec lesquelles je parle, elles ne le sont pas. Et puis ensuite, il y a aussi moi, j'aime bien regarder, j'aime bien écouter les gens, mais j'aime bien regarder aussi les scènes de rue, tout ce qui m'entoure. Et il suffit, en fait, de regarder. Quand on regarde suffisamment longtemps, quand on passe suffisamment de temps dans ces régimes et qu'on regarde, qu'on est assez attentif à ce qui se passe autour de nous, on voit comment les gens se comportent, on voit les body language, on devine tout ça. Il suffit de regarder autour de soi, d'être un peu attentif et puis d'être un peu sensible, d'avoir un peu d'empathie, et puis de parler aux gens, mais pas forcément en tant que journaliste, mais simplement d'être attentif aux autres, ce qu'ils vous racontent de leur vie quotidienne, ça peut. Et il se tisse ensuite une image, en fait. Il s'est tissé en moi j'ai eu comme ça des perceptions, et ensuite ça s'est tissé au moment de l'écriture du roman. En fait, ce roman, c'est un tissage d'expériences variées, différentes, sur des décennies, puisque ça fait des décennies que je couvre cette région du monde, probablement de peurs personnelles aussi, de peurs qui m'ont été transmises, soit par des lectures, soit par des témoignages d'amis. Je pense notamment, pendant que je vous parle, je pense à un homme que j'ai rencontré au Liban, qui est devenu un ami, et qui a passé, qui était libanais, donc qui a été enlevé par les Syriens justement pendant la guerre du Liban, donc c'était sous Hafez el-Assad pendant l'occupation syrienne, et qui a disparu et qui a passé, je crois, c'est 7 ans, 8 ans, je sais plus, dans la prison de Tadmor à Palmyre, et qui en est sorti vivant, avec lequel j'ai eu de très 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 longues discussions. Je n'ai jamais écrit dessus, mais il est très présent dans Camera Obscura, effectivement, parce que il a
il a beaucoup parlé de cette survie, mais de façon, encore une fois, très quotidienne, terre à terre. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans Camera Oscura, c'est vraiment le côté le plus terre à terre possible. Et notamment, je veux dire, cette peur, elle est omniprésente, mais pas forcément visible. Mais effectivement, c'est pas prudent. On fait attention à qui on parle. On fait attention à la façon dont on regarde les gens. On fait attention. C'est aussi des régimes où la délation est possible et permanente. Mais encore une fois, là, on parle du Proche-Orient contemporain. Mais moi, je suis française. J'ai grandi en Bretagne, j'ai été une petite fille bretonne à l'école de la République française et quand j'étais petite fille, on m'a parlé de ce qui s'était passé à 5 kilomètres de là où je grandissais pendant l'occupation allemande. Et ça aussi c'est le substrat en fait de Camera Obscura, c'est aussi ça le substrat. Qui imprègne. Oui. Et donc, vous êtes journaliste, d'où vous est venue l'idée d'écrire ce roman-là, ou l'envie, ou la force? Et quand j'ai entendu parler de l'histoire de César, je suis sortie c'était à l'Institut du monde arabe, je suis sortie de l'Institut du monde arabe, et vraiment sous choc, quoi. Enfin, ça m'a fait un très très gros effet. Et je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit je fais mon travail de journaliste, je cherche à rencontrer César. C'est possible, hein. Ça demande du temps, etc., mais c'est possible. Mais ça correspondait pas au choc que j'avais eu en entendant son histoire, en fait. Et encore une fois, le choc que j'ai eu, c'était la question qu'on s'est posée, que les gens qui ont grandi dans ce pays et qui sont allés à l'école dans ce pays se sont tous posés en entendant parler de l'occupation nazie et de la résistance, c'est « j'aurais fait quoi ?» C'est une question que tout enfant s'est posée. Et là, César, c'était une réponse à cette question-là. Et donc, à partir de là, c'était évident que ça devait être une fiction. Et c'est devenu votre réponse? Je sais pas. Non, parce que je sais toujours pas ce que je ferais moi. Non, mais on pourrait dire, parce que quand même, je sais pas, je n'en ai plus entendu parler dans les journaux, moi, de César, et pourtant ça continue, le phénomène de la dictature et compagnie, mais ce roman-là, il est publié maintenant, et il met devant tout le monde très vivant cette aventure, cette situation, cette horreur, ces corps, ces gens qui continuent de disparaître et d'être kidnappés et tués. Et donc ça, c'est quelque chose d'actif qui rend la chose présente pour des gens comme nous qui habitons dans des pays loin. Alors, en fait, il y a deux vies parallèles. Il y a le roman, et puis César reste présent parce que quand il y a eu il y a 2 semaines, je crois, le procès sur l'affaire de la disparition de Patrick et Mazen Dabar, les photos de César ont été utilisées pendant le procès. Mais c'est deux vies parallèles. C'est encore une fois, moi ce que j'ai fait, c'est vraiment un roman. Et bon, il se trouve que j'ai mis longtemps à l'écrire. Il se trouve qu'il a mis longtemps à être publié et il se trouve qu'il est sorti là en janvier. Mais ça, c'est presque une coïncidence, chronologique. J'en suis pas maîtresse de ça. Mais le fait d'utiliser les photos au procès d'Abar, ça c'est l'utilisation normale de ces photos. C'est ce qu'on en voulait, que ça serve de témoin, de preuve, oui. etc. Mais le roman fait revivre toute une situation de façon complète, si je puis dire. C'est différent, c'est très différent. Oui, mais ça c'est
ça c'est comment dire, ça c'est la joie du romancier, enfin de la romancière en l'occurrence. Ça c'est mon choix, c'est ma fantaisie, c'est ça l'écrivain de fiction est maître de de ses désirs. C'est ça qui est extraordinaire par rapport au journalisme, par exemple, c'est que là c'est nous qui décidons. Et est-ce que vous avez eu du mal à passer de journaliste à romancier? Et vous faites ça dans la même journée? Non, je fais pas ça dans mes articles. Non, je sais bien. Mais est-ce que vous déposez la plume, la dernière dépêche que vous avez tricotée pour Mediapart, et puis vous prenez votre plume pour écrire le roman, ou bien c'est des choses qui sont très Non, séparées? c'est possible de faire ça, oui. C'est possible? Oui. Donc il y a deux Gwenaël différents. J'ai le cerveau qui se divise bien en fait. C'est peut-être pas très bon signe, mais ça marche assez bien. Ouais. Et pour lequel éprouvez-vous le plus de plaisir ou de satisfaction? C'est pas du tout les mêmes, donc c'est séparé. C'est pas comparable. Non, c'est séparé. Non, les deux sont très séparés. Bien. Moi, je pense que c'est assez, comment dire, c'est une performance d'avoir réussi à faire sentir l'atmosphère et les gens qui vivent dans un régime comme celui-là, aussi loin d'ici, mais de façon aussi vivante et poignante. Oui, mais ça, c'est effectivement parce que c'est une accumulation de ressentis, d'expériences, d'images, de discussions, enfin c'est tout, c'est ce que permet aussi le roman que ne permet pas le journalisme, hein, c'est d'injecter dans un livre toute une accumulation de vie et de ressentis. Et dans mes articles de presse, j'injecte évidemment mon expérience journalistique, parce que ça fait longtemps que je travaille sur cette région, etc., etc. Donc j'ai une faculté d'analyse au bout de toutes ces années que je n'avais pas quand j'ai commencé ce métier. Mais dans le roman, c'est plein de petits moments. Enfin, par exemple, en bas de l'immeuble où habite César, dans Camera Obscura, il y a un petit square pour les enfants, avec un toboggan, etc. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vu, ou que je crois avoir vu, parce que du coup maintenant je sais plus si c'est vrai ou pas, à Damas, en bas de l'immeuble d'une amie. Mais je pense que j'ai mélangé aussi là toutes les images de square pour les enfants que j'ai pu voir à Paris ou chez moi en Bretagne, ou d'un moment tout se mêle. Le restaurant où César retrouve ses amis, en partie, c'est un endroit que j'ai connu il y a 30 ans en Jordanie, où m'avaient emmené deux jeunes gens qui m'avaient sorti d'une situation un petit peu difficile et que je voulais remercier, des gamins quoi, des ados, et je leur avais dit je vous offre à boire, et je sais pas, ils avaient 16 ans, ils avaient très envie de boire une bière, voilà. Et donc ils m'ont emmené dans cet endroit un peu clos, un peu fermé, avec des rideaux comme ça, etc. Et cet endroit, évidemment, je veux dire, c'est une expérience complètement personnelle. Le journalisme n'a rien à voir dans cette histoire. J'en avais jamais même parlé, je l'avais même quasiment oublié. Mais pas tout à fait. La preuve, c'est que quand j'ai cherché un endroit, enfin, je me suis dit, il faut que César rencontre ses amis dans un endroit pas secret, mais discret. Et ben c'est celui-là qui m'est revenu en tête. Moi, je me le suis figuré autrement, évidemment. Mais donc, vous décrivez une chose et le lecteur, il fabrique aussi sa propre cuisine. Heureusement. Si oui, ça fait partie du plaisir. Donc, votre resto, pour moi, c'était un vieux machin d'Ekati dans la vieille ville de Damas où personne se serait arrêté.
Et justement, ça passait complètement inaperçu parce que c'était ça Bah ouais, bah là c'était Haman, il était très décati aussi, hein. À l'intérieur, on jouait au tic-tac avec de l'argent, il y avait des prostituées et on buvait de la bière, voilà. Bon. Oui. Alors, de tous les personnages que vous avez fabriqués, chapeau. La galerie des fonctionnaires de la morgue est vraiment excellente. Il y a celui qui chapeaute le tout. Il y a Tony, le fonctionnaire, il y a celui qui va le remplacer. Enfin, ils sont excellemment bien décrits. C'est plus vrai que nature. Et il y a les opposants aussi. Et puis, il y a la famille du photographe, sa femme Anya et ses 2 petits-enfants. Et le seul où j'ai eu un doute, c'est Anya, sa femme. Parce qu'en fait, elle a un frère qui habite à Londres et qui lui raconte ce qu'on ne peut pas savoir en Syrie, mais ce qu'on connaît à l'extérieur des frontières. Et donc, voilà elle, qui voit son mari tous les jours, qui est complètement préoccupé, et au fur et à mesure que le roman progresse, il est de plus en plus oppressé. Et elle, on se rend compte au bout de certains chapitres qu'elle en sait 3 fois plus que ce qu'on croit, et que elle commence à lui débiter tout ce que lui sait à peine et découvre à peine. Des gens qui sont tués, etc., etc. Et ça, c'est un aspect des choses. Ça me semble tellement incroyable que elle puisse être aussi, comment dire, au courant et qu'elle tienne, parce qu'en fait, donc elle tient un rôle de femme syrienne, mère de famille, si je puis dire, et elle est solide en fait, elle est intelligente, elle est très calée, et ça me paraissait très, comment dire, elle me paraissait très au courant pour quelqu'un qui mène une vie, juste une vie de mère de famille, si je puis dire. Et ça, c'est une chose. Et à la fin, en fait, on va pas parler de la fin, c'est trop dommage de dire ce qui se passe à la fin, mais ça recoupe, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus savante, si je puis dire, que ce qu'on pourrait croire au début. Est-ce que vous avez eu du mal à la construire comme personnage? Non, pas du tout, au contraire. Non, c'est pareil, Anya, c'est un tissage aussi de plein de femmes que j'ai rencontrées dans cette région du monde. Tout simplement. Elle est formidable, je trouve. Oui. Elle est formidable. Comme beaucoup de femmes là-bas. Comme plein de femmes que j'ai rencontrées. Oui, elle travaille. Elle a des oreilles, elle a des yeux, et on lui parle. Mais après, au sein du couple même, je pense que c'est aussi le silence dans un régime totalitaire, le silence de prudence, peut gagner l'intérieur des familles et l'intimité. Et là encore une fois, c'est pas propre au régime proche-orientaux. Enfin, on l'a lu dans toutes les littératures et tous les documents sur ce type de régime. Là, il existe dans leur couple jusqu'au tiers du livre à peu près, quelque chose comme ça. Et après, ils échangent. Après, c'est aussi les événements qui font que la vie quotidienne du couple, sa vie habituelle, sa monotonie, etc., sont bousculées par l'extérieur, qui vient. Enfin, je veux dire, qui bouscule la vie de César et qui donc, par conséquent, bouscule forcément l'ensemble de la vie des gens qui l'entourent et surtout de la famille, puisque la famille est la seule chose à laquelle il peut se raccrocher. Ouais. La seule chose solide dans la vie de César avant la répression,
alors encore plus après, mais même avant la répression, c'est la famille. Mais ça, je pense aussi que c'est aussi une caractéristique des régimes totalitaires, c'est que on se referme sur ce qui est le plus proche parce que c'est là où c'est le plus sûr. C'est ce dont on dispose, et les amis ils sont en dehors de ça. Le cercle des amis et des connaissances ne peut pas, enfin, ça doit être progressivement. Je pense que ça dépend encore une fois. Moi, j'ai une connaissance de ces régimes par l'extérieur, pas par l'intérieur. Pas pour l'instant, ça peut arriver. Au train où ça va. Mais je trouve que la famille d'Ania et dans son village, dans la montagne, etc. C'est bienvenu, c'est très comment dire, c'est très fidèle à la réalité, me semble-t-il. Mais là aussi, c'est un tissage de scènes que auxquelles j'ai pu assister, que j'ai pu vivre, de gens que je peux connaître. Mais il n'y a pas un archétype, quoi. C'est vraiment. Il y a quelque chose auquel j'ai essayé de faire attention en écrivant ce livre, c'est justement d'éviter les archétypes. Parce que c'est trop facile et puis moi en général ça m'ennuie. Enfin quand il y a des archétypes dans un roman, très vite je m'ennuie en fait. J'ai essayé de donner de la chair au maximum en fait à chacun. Et puis j'ai essayé, notamment en ce qui concerne la famille d'Ania, en fait je me suis rendu compte après que je me suis beaucoup appuyée sur les paysages que j'avais en tête. Alors pas tellement de la campagne syrienne parce qu'en fait je la connais très peu, plus du Liban, du sud Liban où j'ai passé pas mal de temps et ces paysages, cette campagne, enfin c'est surtout là-dessus en fait que je me suis appuyée pour ces personnages-là. En tout cas, ils sont très vivants. Voilà. Est-ce que dans la salle il y a des questions? Ne soyez pas timide. Vous avez pas lu en fait? Est-ce que parmi les gens qui nous écoutent en ligne se trouve Katarzyna Marszewska? Oui. Bonjour Katarzyna. Je voulais vous demander votre avis et la raison pour laquelle vous avez choisi Camera Obscura pour une traduction du français au polonais. Tout d'abord, je voudrais rectifier ce que j'ai entendu au début, c'est-à-dire la traduction polonaise n'est pas si sûre que ça, parce que j'ai choisi ce livre pour le projet Archipelagos, mais ça ne veut pas dire que j'ai trouvé un éditeur pour le publier en polonais, ce qui n'est pas évident. C'est assez difficile, mais je voudrais bien en trouver un, certainement. Ensuite, pourquoi j'ai aimé le livre? Il y a bien des raisons qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire moi je peux m'appuyer sur ma propre expérience de la vie, peut-être pas sous une dictature si sévère que la syrienne, mais je connais une dictature plus sévère des récits de mes parents des années 50, avant que je ne sois née. Et après, c'était, disons, une dictature au moindre degré. Mais cette culture du silence, de la prudence, de la méfiance, ça, je le connais très bien, et d'autopsie, je veux dire. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était très, très bien décrit, justement, c'était très vrai. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas parler aux enfants, qu'on ne peut pas critiquer les enfants quand ils chantent des chants patriotiques. On se méfie des enfants. C'est une chose affreuse, mais c'était comme ça.
les enfants pourraient dénoncer les parents, ou les dénoncer volontairement, ou le dénoncer par hasard, en disant des choses qui ne sont pas approuvées par les autorités. Ensuite, la portée universelle de ce roman, ce n'est pas la Syrie. C'est lié à ce que je viens de dire. Ce n'est pas la Syrie seulement, c'est toute dictature, tout régime qui est oppressif. Et disons que c'est très ancré dans la réalité syrienne, mais en même temps, ça parle de tous les pays qui souffrent. Et le fait que c'est une description de la dictature syrienne, de la réalité syrienne qui, j'imagine que c'est toujours le cas. Ce n'est pas le passé, c'est le présent. Mais c'est un pays auquel on ne parle presque pas en Pologne. Et c'est un conflit qui est caché par d'autres conflits plus récents, plus actuels. C'est un pays qui est loin de chez nous, mais donc je pensais qu'il serait peut-être bien de rappeler au lecteur polonais, au public polonais que ce pays existe. Et je pensais aussi à la réalité polonaise, c'est-à-dire sur ce qui se passe à la frontière polonaise avec la Biélorussie. Il y a pas mal de Syriens qui viennent à la frontière, qui sont victimes des dictatures, qui demandent l'asile, mais qui sont repoussés. Et ça, c'est une chose affreuse. Et je voudrais montrer qui peuvent être ces gens qui viennent à notre frontière, qui demandent l'asile, qui sont repoussés. Et ce qui m'a énormément plu aussi, c'est la construction de ce roman. C'est un roman très cinématographique. Dès le début, on a une scène d'exécution. Après, la tension monte. Ça se déroule comme un roman d'espionnage. Et on le lit, disons, moi je l'ai lu comme ça, sans pouvoir s'arrêter. Voilà, ce sont mes raisons. Et une autre raison, c'est ce qui m'a frappé énormément, c'est la vie complètement gâchée du personnage principal. Bon, ce n'est pas sa famille, c'est la famille qui est décrite dans le roman, ce n'est pas sa propre famille, c'est de la fiction, mais l'homme lui-même, il est vivant, il vit caché, et il n'a plus la vie qu'il avait avant. Il ne vit que par cette action qu'il a faite et qui va traîner derrière lui pendant toute sa vie présente et future. Voilà, je ne sais pas si si ça suffit pour expliquer pourquoi j'avais choisi le roman. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup que, avec votre expérience, vous l'ayez ressenti comme ça, parce qu'effectivement, dans le roman, il n'y a jamais le mot Syrie. Il est pas situé, et c'est volontaire, parce que moi, ce que je voulais, la façon dont moi je l'ai ressenti et la façon dont j'ai voulu l'écrire, c'est effectivement l'universel de cette histoire, l'universel plutôt de cette histoire, et que vous l'ayez ressenti, vous, polonaise, donc effectivement extrêmement loin quand même du Proche-Orient, ça me touche énormément.
ça me touche énormément, ça me flatte aussi parce que je me dis que quelque part ça a marché en fait. Donc merci beaucoup. Merci. Et merci de m'avoir invité. Je suis très touchée que j'ai pu prendre la parole ici pendant cette réunion. Et nous étions intéressés parce que vous êtes traductrice et donc vous avez une certaine expérience des textes et que vous ayez apprécié celui-ci. Je pense c'est un avis qui vient de quelqu'un du métier. Et donc c'est intéressant à entendre. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que le livre effectivement est très universel et il y a quand même un indice qui ne trompe pas, c'est quand vous parlez de Salim et que vous dites Salim dès le début, il sait qu'il n'arrivera pas en haut de l'échelle sociale. Il le sait parce qu'il n'appartient pas au bon groupe. Et il y a plein de gens, et l'auteur lui-même dit, moi aussi, j'appartiens pas au bon groupe. Et en fait, ça, c'est vraiment enfin, s'il y a un pays dans lequel c'est ça, c'est vraiment la Syrie. Il est sunnite et il est pas, je me trompe? Ça aurait pu être l'Irak. Ça pourrait être le Soudan du Sud. Ça pourrait être le Soudan. Ça pourrait être... Non, en fait, il y a plein de pays. Ouais. Donc, non. Il y a plein de pays, en fait. Donc non, ça c'est des idées en tête, effectivement. Donc, mais voilà. En fait non, ce type de fonctionnement est beaucoup plus, malheureusement beaucoup plus large que ça. Et pour tout dire, je crois même que quand j'ai écrit cette phrase, je pensais à un Soudanais en fait. Ah. Oui. Ah oui, donc voilà. Ok. Donc tact. Mais c'est aussi tout à fait valable pour la Syrie, j'allais dire effectivement. Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment un tissage. Enfin, les mukhabarat, enfin, chaque personne vivant dans un régime de ce type j'espère, pourrait reconnaître le mukhabarat de son pays. Il y a des mukhabarat au Soudan aussi. Oh oui. Ouais. Ils sont très méchants. Ouais. Ils sont plus méchants que les Syriens. Ils sont méchants comme les Syriens. Non, mais je veux dire, c'est voilà, c'est des. C'est des traits qu'on retrouve dans toute dictature. Oui, puis encore une fois, c'est vraiment un tissage d'expériences, de gens que j'ai rencontrés, d'impressions comme ça que j'ai pu avoir au cours de mes pérégrinations, je dirais, de mes amitiés. En tout cas, vous les avez refabriqués et relivrés de façon très vivante, convaincante. Voilà, j'arrête les compliments. C'est un livre qui m'a convaincue. Mais sur la Syrie, c'est marrant parce que j'étais à une réunion de lecteurs il y a pas très longtemps et des gens, alors rien à voir avec des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le Proche et Moyen-Orient, et justement qui disaient que ils s'étaient demandé où ça se passait. Alors il y en a qui disaient au début j'ai pensé que c'était la Turquie, et puis parce qu'il y a quand même des indices que c'est dans cette région du monde quoi. Et il y en a un qui a dit alors moi j'ai compris que c'était la Syrie à cause du long cou du président. Ah voilà. C'est vrai que vous en parlez deux fois, à deux endroits différents. C'est marrant parce qu'effectivement chaque lecteur du coup s'approprie le roman et cherche des indices en fonction de ce qu'il veut découvrir. Et ça c'est quand on est romancière, c'est extrêmement plaisant. En fait, ça, je me suis bien amusée à les écouter. Ils étaient une dizaine en train de me raconter comment ils avaient cherché à découvrir l'énigme, où ça se passait quoi. Les indices qu'on pouvait relever. Ouais. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des questions?
Alors moi aussi, je vous remercie Merci beaucoup. d'être venu nous exposer le livre par l'autre aspect, pas par l'aspect de l'auteur. Merci.